Alors, vers la fin du trimestre d'hiver 1961, un peu avant les examens, les 4 étudiants dont j'étais d'anthropologie décident, avec la proposition de Denise Ostigui, une de nous, de faire une soirée chez Denise, qui avait un pavillon pas très loin de l'université, pour fêter la venue de Jean Mallory, et étaient invités les professeurs Benoît, Troborst, Dubreuil, bien sûr, le responsable du programme, et nous étions tous les 4. La soirée commence bien. Mallory ne buvait pas beaucoup d'alcool. J'avais prévenu Denise, mais quand il s'est agi de servir à boire, il a dit non, non, pour moi, pas d'alcool. Elle lui a présenté à ce moment-là un verre de gin soda, et de gin tonic, pardon. Et devant son refus, elle lui dit, écoutez, c'est une liqueur pour dames, ça. Alors, Mallory, un peu, sans doute, blessé dans son orgueil, a accepté de boire le verre. Et voilà que, bon, la discussion commence entre les étudiants et lui. Et un des étudiants, je pense qu'il s'appelait Yves Bled, le français d'origine, lui dit, écoutez, on va se définir un peu, et puis on vous demandera, c'est de bonne guerre, de faire pareil. Alors bon, il se définit, et puis chacun d'entre nous le fait, et Mallory commence à entrer dans une longue diatribe où il explique qu'il y a des sociétés mâles et femelles. Je pense qu'il invoque Fustel de Coulanges, il parle des sociétés vikings, sociétés femelles, etc., qu'il y a des forts et des faibles. Et donc, tous les étudiants le regardent avec un regard un peu étonné. On ne retrouvait là rien de nos programmes d'anthropologie. Et Bled répond à Mallory, mais écoutez, on ne nous apprend pas ça dans nos manuels d'anthropologie. Est-ce que vous pourriez vous définir un petit peu plus? Alors là, Mallory commence à prendre un peu la mouche et lui dit, mais qui êtes-vous pour me poser des questions de ce genre? Alors l'autre lui dit, mais écoutez, je suis un étudiant, c'est un peu normal qu'on échange et qu'on connaisse les points de vue de chacun. Et alors il dit, mais écoutez, monsieur Bled, c'est bien gentil tout ça, mais je ne suis pas sûr que à l'examen qui approche, vous serez aussi arrogant. Alors Bled lui répond, mais écoutez, c'est pas un langage à tenir avec un étudiant, ça n'a rien à voir. Alors Mallory dit, mais puisqu'on est là pour m'accuser et tout ça, je m'en vais. Il demande son manteau et quitte la maison. Alors, nous tous un peu gênés, la soirée était quand même bien avancée, donc moi j'habitais un petit peu plus loin, dans une rue un peu plus loin. Bon, je décide aussi de rentrer. Je crois que Lacroix fait pareil, et puis Bled sans doute aussi. Le lendemain matin, arrivé au département, je rencontre Guy Dubreuil, je découvre qu'il a un œil au beurre noir. Et alors il dit, je ne me souviens plus de rien, qu'est-ce qui a pu se passer après la discussion avec Mallory? Alors en blague, on lui dit, vous vous êtes battu, peut-être boxé, mais ça n'allait pas très bien. Bon, c'était une plaisanterie. Et puis voilà que arrive Jean Mallory, avec sa grande presture, un homme plus grand que nous, avec le veston ouvert et un grand bandage qui lui couvrait tout le haut de la poitrine. Alors, on dit à Dubreuil, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Après le départ de Mallory,
Dubreuil extrêmement ennuyé de cet impair et que la soirée est si mal tournée alors que c'était lui responsable du programme et puis bon. A bu peut-être un petit peu beaucoup et puis en allant à la salle de bain a glissé et est tombé et s'est cogné l'œil contre la poignée de la porte. Mais ça, il ne s'en souvenait plus. On a eu le récit par Denise Ostigui. Mallory rentrant chez lui, il l'a raconté plus tard, peut-être qu'il marchait un peu en faisant attention, néanmoins a glissé sur le parquet ciré de l'appartement qu'il louait dans cet hôtel un peu en haut de Côte-des-Neiges et est tombé de tout son long, de tout son poids sur le sol et s'est fait les 3 côtes. Alors, est-ce qu'il est allé aux urgences? Enfin bref, il s'est fait mettre ce pansement. Et donc, les conditions, le contexte pour l'examen qui s'ensuivait, tant pour les anthropologues que pour les sociologues, augurait mal. Je prends un exemple. Quand Lacroix arrive devant l'examinateur, il se fait dire « Monsieur Lacroix, quel est le poids d'une langue de baleine ?» De baleine franche. Alors Lacroix répond « Écoutez, monsieur Mallory, j'ai jamais vu de baleine franche dans le port de Québec, je suis incapable de vous répondre. Mais vous auriez pu lire Moby Dick. Non, c'est pas un ouvrage d'anthropologie que j'ai rencontré dans mon programme. » Et donc, Lacroix s'est retrouvé avec une mauvaise note. Il fallait ensuite lui dire quels étaient les 2 ou 3 ouvrages les plus importants sur les Inuits. Et c'est Denise Ostigui qui s'en est tiré le mieux en citant les derniers rois de Tulé, et puis elle en a ajouté un autre, je crois. Bref, les sociologues ont été beaucoup plus malmenés parce qu'évidemment, pour eux, l'ethnologie des Inuits était lointaine. Et résultat, avant la fin des examens, il y a eu grève générale des examens et même de suivre tout court avec Jean Mallory. C'est arrivé aux oreilles du doyen qui s'est informé sur tous ces faits et a décidé de suspendre et même plus tard de rompre le contrat qui n'avait pas de durée limitée de Jean Mallory. Celui-ci a menacé de faire un procès, etc. Finalement, ça en est resté là. Mais ça a été un épisode douloureux, je pense, dans l'histoire de ce programme. Là, le département, je sais que le département a été créé comme département, je pense, en 71, mais il était sur le point. Il n'était peut-être pas encore comme département. Alors, moi j'ai obtenu, je suis allé à Ottawa plusieurs fois et surtout rencontré Balixi, qui n'était pas encore professeur. Je pense qu'il est entré pour la rentrée de 71. Et lui m'a annoncé que le Centre de coordination et de la recherche nordique du ministère des Affaires du Nord serait prêt à m'accorder un contrat de recherche pour faire mon terrain de maîtrise dans la communauté de Kangersuaq, où je voulais aller, où vivait Miterjuk notamment, et même me payer un salaire qui pourrait se prolonger un petit peu plus après pour rédiger mon rapport, qui me servirait aussi pour ma thèse de maîtrise. Alors, je me rendais dès le mois de mai à Kangersuaq et ça a été pour moi un terrain déterminant. J'ai passé 4 mois là-haut. En arrivant, je suis accueilli par le père Mascaret, le père Oblat, et j'évoque avec lui la possibilité de pouvoir compter sur sa collaboration. Il me dit « Écoutez, moi je vais vous envoyer pendant plusieurs mois dans un camp saisonnier, un camp de chasse. Vous allez vivre dans une famille inuite. Et quand vous reviendrez, vous aurez des questions à me poser. Mais je ne suis pas prêt, avant votre départ, de répondre à vos questions.
Alors il m'a dit, je peux vous prêter un fusil, vous me direz ce dont vous avez besoin et je peux vous indiquer un sac de farine, un pot de lard, un ou deux paquets de sel et puis un fusil, des munitions. Et à ce moment-là sont arrivés des chasseurs qui revenaient de ce qu'on appelait les camps du Sud, et notamment de l'île de Krikartaaluk, en disant on a vu des faces de diable sur un site de stéatite qui avait dû être utilisé il y a très longtemps, mais comme on commençait à les solliciter pour faire de la sculpture et le vendre, ils étaient à la recherche de pierres, de matières premières. Et il dit des faces gravées. Alors quand j'entends ça, le missionnaire me traduit, je dis mais il faut absolument que j'aille avec eux. Donc on m'a confié à Yogine, qui avait longtemps travaillé pour les missions à Kroartak, avec le père Steinman d'abord, et qui m'a emmené sur son traîneau. Et on est parti vers les camps d'été, vers l'île d'Okivik, où on a passé pas loin quelques semaines pour la chasse au beluga dans les trous d'eau de la banquise. Et c'est là qu'ils m'ont fait tuer mon premier petit beluga. Et surtout, à peine sorti de l'eau, ils m'ont dit ben, c'est toi qui vas le dépecer. Alors un beluga, c'est pas simple pour trouver l'articulation de la tête au reste du corps et puis le démembrer. Enfin, j'ai travaillé quelques heures et finalement, je m'en suis tiré pas trop mal. Mais ils m'ont très vite testé au fusil. Dès qu'il y a eu la première halte pour prendre du thé, il y en a un qui va placer à peu près à 50 mètres une pierre sur la neige, sur la glace qu'il y avait en dessous, et me dit « On va voir si tu es un bon chasseur ». Et bon, coup de chance, le fusil du père Mascaret était assez bien ajusté. Je touche pile la cible. Alors, il le déplace à 100 mètres. Coup de chance encore, j'atteins la cible. Alors du coup, tout le monde voulait m'avoir sur son traîneau comme compagnon de chasse. C'est ainsi qu'on testait capacité à survivre d'un non-inuit. Alors j'ai accompagné une famille qui était la belle famille de Yogine. Donc on est allé sur la carrière de stéatite, j'ai pu prendre toutes les photos qu'il me fallait de ce site donc, de gravure rupestre, qui s'est avéré un site unique dans l'Arctique canadien, ce qui a beaucoup intéressé les archéologues et autres spécialistes du Nord du musée national au retour. Et puis, j'ai vécu pendant à peu près 2 mois dans la famille du vieux Yopi et d'Eleisa, sa femme, et puis leurs jeunes enfants, dans le quotidien, à leur apprendre. J'avais quand même, je crois, mon dictionnaire Schneider, un des premiers, pas celui qui était édité à Laval, les versions qui existaient avant, renéotypées. Et puis, donc, j'ai fait des progrès, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai même appris que les mœurs des poux, et que je me demandais pourquoi à certaines heures de la nuit, tout le monde avait l'air de se mettre à bouger, à se gratter, mais sans se réveiller vraiment. Jusqu'au jour où je me suis surpris moi-même, à peu près aux mêmes heures, à faire la même chose. Et puis, j'ai découvert à ma grande surprise que j'avais attrapé des poux de corps qui se nourrissent à heure régulière, qui se cherchent un bon endroit avant de trouver la bonne veine, qui là piquent, sucent le sang et puis s'endorment béatement et on est tranquille pendant au moins encore 6 heures. Et alors, panique un peu chez moi, c'est la première fois, je pense, encore que pendant la guerre, on a eu parfois des épisodes de poux de tête qui étaient décelés à l'école. Bref, je reviens au bout des 3 mois, le père Mascaret m'accueille, je lui raconte tout ce que j'ai fait, et il se met à ma disposition avec la mère d'Amahamak, Orohutak, qui était un peu au service de la mission, qui
faisait les travaux ménagers, la lessive, le repassage, et qui était une informatrice de première main. Elle était la mère du meilleur chasseur du village, Ama Hamak, qui a été un des très bons informateurs de nos derniers étudiants qui se sont rendus là-bas. Et j'ai enquêté sur tous les domaines qui touchaient la reproduction de la vie, la sexualité, le mariage, les partages, etc. Enfin, ce qui pouvait couvrir l'organisation sociale. Et j'ai commencé à rédiger, mais enfin, j'ai fait là une collecte, une moisson. Et surtout, j'ai cité des faits que j'avais observés et lui me les analysait avec la collaboration de cette très intéressante informatrice. Et dès le retour, donc, j'ai déménagé à Ottawa, où j'ai travaillé au ministère des Affaires indiennes, à travailler sur mon manuscrit. J'étais voisin de bureau de Diamond Gennes, le grand Gennes qui avait remplacé Henri Beuchat, mort pendant l'expédition de Stephenson en 1913, comme ethnographe principal. Et il m'a parlé de Beuchat de façon assez émouvante. Et souvent, il venait discuter avec moi. Il était d'origine australienne. Et puis, c'était extrêmement intéressant. J'avais même demandé une clé pour revenir travailler le soir, à l'heure où tous les fonctionnaires du fédéral se retrouvaient dans une taverne avant de rentrer chez eux et passaient 1 heure ou 2 devant une table remplie de demi de bière. Moi, je n'étais pas un buveur de bière, mais enfin bon, à l'occasion, j'ai accepté une invitation ou l'autre et je revenais. Et du coup, après quelques jours, plusieurs des collègues me disent « You are ambitious ». Leur explication de quelqu'un qui revient travailler après les heures officielles de travail, il fallait qu'il y ait quelque part une ambition. Bon, alors, je n'ai pas très bien compris le sens de la remarque, mais après coup, je comprends que ce n'était pas tout à fait conforme au mainstream des gens qui travaillaient à Ottawa. Encore que certainement, il y a des exceptions. Et puis, je suis revenu. Je devais rentrer en France où normalement j'ai été convoqué pour le service militaire. Et puis, je ne désespérais pas de faire un doctorat, une scolarité de doctorat, passer la maîtrise. Et j'avais fait quelques sondages pour l'école des hautes études où j'étais déjà élève titulaire. Et finalement, tout le monde me disait, il n'y a que Mallory, qui a une chaire qui porte un peu sur ces problèmes. Alors, bon, je lui ai écrit. Et bon, lui, sans doute, était trop content de récupérer un étudiant. Et donc, je suis revenu. J'ai obtenu néanmoins encore un petit sursis jusque l'été suivant, jusque juillet, pour partir au service militaire. Je me suis inscrit au doctorat et cette année-là a été créé l'EPRAS, études préparatoires aux recherches en sciences sociales, pour les doctorants. Et avec 4 professeurs, enfin, Alfred Métro, Claude Tarditz et Lucien Bernot, 3. Et qui tous étaient proches de Lévi-Strauss. Et donc, il était beaucoup question de parenté et d'initiation à l'approche structuraliste de la parenté. Donc, moi, j'étais un peu comme un poisson dans l'eau en ce qui concerne la parenté. Et très vite, quand ils ont su que j'avais rédigé un premier manuscrit que j'avais soumis avant de partir, que j'avais déposé avant de partir, d'à peu près 400 pages, à mon directeur de thèse, qui était Hazen Balixi, qui avait commencé à l'automne son enseignement. Métro m'a dit, mais écoutez, vous allez nous faire un exposé la semaine prochaine sur ce thème, ça nous intéresse beaucoup. Alors, la séance suivante, je fais un exposé sur la parenté, et Métro me dit, mais ça contredit complètement ce que Lévi-Strauss a écrit. Les aborigènes australiens sont de grands sociologues, de pauvres technologues. Les Esquimaux, c'est l'inverse.
Sous-entendu, ce que je leur avais présenté, c'était un système de parenté extrêmement complexe, avec les pratiques homonymiques qui faisaient qu'on désignait quelqu'un, non pas par la relation de parenté qu'on avait avec lui, mais par la relation qu'on avait avec son éponyme décédé, qu'il en quelque sorte réincarnait. Alors Maître me dit, écoutez, il faut absolument que j'en parle à Lévi-Strauss. Je vous en reparlerai après lui avoir parlé. La semaine suivante, Maître revient et me dit, Lévi-Strauss est très intéressé, il vous attend à son séminaire l'automne prochain, en octobre. On était rendu au mois d'avril, donc pas loin du congé de Pâques. Bon, j'ai remercié Alfred Métro, et je dois dire qu'on avait des cours très bons, que ce soit Tarditz, qui était très féru de parenté, qui avait fait beaucoup de terrain au Cameroun, et Bernot, qui avait une méthodologie impeccable, qui avait fait ses enquêtes en France rurale, et qui nous a appris la méthodologie, comment par faire des tableaux à double entrée, ou comment d'abord dans une famille, chacun appelle, désigne tous les autres. Et plus tard, quand j'ai refait des recherches à Kangerlussuaq, j'ai repris ça en l'étendant au niveau d'un village entier, qui n'avait pas les dimensions qu'ont les villages maintenant. Il y avait à peu près 200 personnes. Donc j'ai fait une liste totale des 200 et j'ai interrogé, je dirais, plus de la moitié sur comment il s'adressait à chacun de tous les gens de la liste et comment il les désignait, comment ils en parlaient quand ils parlaient à quelqu'un d'autre. Et ça m'a fait entrer dans un système encore plus complexe. Bref, j'avais rédigé, pendant que j'étais à Ottawa, j'avais creusé, j'avais étudié tous les termes. Il faut dire que j'ai peut-être été un peu vite là. J'avais fait mon premier terrain donc en 61, et en 62, j'ai quand même été autorisé, avant de rentrer je suis rentré en France à l'automne, j'ai été autorisé à retourner 1 mois à Côte-Jouarre avec un informateur que j'avais connu à Kwartak et qui connaissait bien le langage des Tarkramiut. J'avais vérifié tous les termes et tout le sens de ces termes, tous les termes inuits que j'avais collectés, et je lui avais soumis tout le contenu de ce que j'avais rédigé, ce qui m'a fait faire des ajouts, des corrections. Donc, je reçois enfin l'avis de Balixi qui me dit « Un comité de thèse s'est réuni et on a décidé d'ajourner votre mémoire. Vous nous présentez des faits qui ne figurent pas dans la littérature ethnographique. On se demande quelle est la part d'invention ou de réalité. En plus, vous les appuyez par des données statistiques. J'avais fait des statistiques de l'adoption, etc., du nombre de noms par personne, etc., combien on dit non, 9 noms, 8 noms. Et on n'est pas un département de statistique ou de démographie. Et alors, un peu ulcéré devant tout ça, donc j'avais prévu de faire une introduction un peu historique qui aurait donné une image de la parenté de l'organisation sociale avant l'installation permanente d'Euro-Canadiens dans ces communautés. Alors j'ai décidé de prendre ça et de le développer. Donc à partir quand même de mes observations, je dirais un peu hors temps, les termes de parenté ne changent pas comme ça en 2 générations. J'ai été chercher dans tous les écrits disponibles, soit l'ancienne monographie de Turner, soit les descriptions des observateurs des glaces ou autres personnes qui avaient séjourné là-bas. Et j'ai reconstitué, enfin j'avais la terminologie, j'avais tous les termes que j'avais recueillis, j'avais quand même tous les travaux de Schneider sur la langue. Et donc j'ai envoyé ça tout en y mettant un peu d'analyse, fruit de l'année que je venais de passer
à Paris, enfin presque année, oui, l'année universitaire. Et puis, bon, ça a été accepté, j'ai eu une mention. Et quand je suis parti au service militaire, en juillet, j'ai fait mes classes, 3 mois, et on m'a affecté au service de santé à l'état-major aux Invalides, car je n'avais pas voulu faire l'école de sous-officier, je préférais rester à Paris, je m'étais marié. Et arrive l'automne, séminaire de Lévi-Strauss. Le problème, c'est que Mallory, le même jour, la même après-midi, le mercredi, rue de Varennes, avait son propre séminaire, juste séparé par une petite cloison, dans la salle d'à côté. Alors, comme, je ne lui avais pas mentionné que j'étais invité au séminaire de Lévi-Strauss, j'ai pris une voix beaucoup moins emphatique que celle qu'on prend pour faire une conférence devant un auditoire, mais j'avais un tableau, j'avais tous mes graphiques, et c'était prévu normalement pour 3 heures. Au bout de 3 heures, Lévi-Strauss me dit « Mais écoutez, on a tellement de questions à vous poser que je vous donne encore 3 heures la semaine prochaine. » Je reviens la semaine prochaine, et puis 3 heures, et là, il y a des questions qui viennent, et j'avais un tas de réponses sur des choses encore nouvelles. Il me dit « Je rajoute encore 3 heures. » Et ainsi, je fais 3 séances, et à la fin de la séance, Bernot, qui, reflétant sans doute une discussion avec Lévi-Strauss, vient me dire « Écoutez, vous devriez présenter votre candidature au CNRS. Si vous êtes accepté, Lévi-Strauss est prêt à vous prendre dans son laboratoire. »